Bienvenue dans cette nouvelle épisode de Boîte Noire, l'émission qui décortique les marchés. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Loris Dallot, qui est analyste financier et cofondateur du club Bourseco. Salut Loris, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Déjà, salut à toi, Barnabé. Très content d'être là. Et puis, salut à tous. Écoute, moi, j'ai fait un parcours classique, hein, école de commerce, études de finance. J'étais plutôt destiné à voilà, continuer mon parcours en société de gestion en tant qu'analyste. Et puis, j'ai découvert, on va en parler un peu peut-être, mais j'ai découvert un peu qu'il y a quand même pas mal de défauts à gérer son portefeuille, pas pour soi-même, mais justement pour des clients ou en tout cas en tant qu'analyste. Et donc, en fait, un de mes associés actuels, Abdallah, est venu me contacter et m'a dit, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble pour les particuliers un peu plus quali que ce qui se trouvait sur le marché? Et donc, on a créé Bourseco et dans l'aventure, il y a un certain Xavier Delmas, pour ceux qui connaissent, qui fait pas mal de bonnes vidéos, je trouve, hein. C'est pour ça qu'on s'associe avec lui sur notre compte à l'époque et qui continue à en faire aujourd'hui sur sa chaîne. Donc aujourd'hui, voilà, on est 850 clients, on suit 70-80 entreprises, dont certaines on va parler aujourd'hui, et puis on essaye d'apporter un peu ce mélange entre, on va dire, investissement professionnel et investissement particulier. On fait la balance entre les deux. L'idée, c'est de rendre pédagogique un truc un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Ok, super. Et ouais, effectivement, donc moi, quand je t'ai connu, tu bossais encore en tant qu'analyste, donc Hum. dans un cabinet de gestion, c'est ça? Alors, société de gestion. Société Alors, de gestion. je faisais plein de choses, hein. En soi, après, j'avais réduit, hein, parce que bon, je ne pouvais pas non plus être au four et au moulin. Donc, Ouais. j'ai aidé aussi sur les produits, les fonds, etc. Mais effectivement, je rencontrais des entreprises, GTT, Renmetal, Edenred, toutes ces entreprises-là, je pouvais rencontrer le management. Donc, ça, c'est quand même la chose la plus intéressante. Et puis, en fait, on se rend compte, tu vois, en termes de contraintes, on n'a pas forcément en tête, mais moi je le dis souvent, les particuliers ont plus de chances de surperformer que les gérants. Alors je Ok. sais qu'on utilise souvent l'étude Spiva qui dit que c'est très compliqué de faire mieux que les ETF. L'étude Spiva, ce qu'elle veut dire tout simplement, elle veut dire que sur les indices larges, donc le S&P 500, le Nasdaq, c'est vrai que il vaut mieux prendre un ETF qu'aller voir un fonds. Ça, c'est totalement vrai. Par contre, elle ne dit pas que les particuliers ont la mauvaise chance de faire moins bon que les gérants. Au contraire. Pourquoi? Parce que, par exemple, en France, il y a quelques règles. Tout d'abord, vous ne pouvez pas avoir plus de 10% sur une position. Donc, par exemple, imagine-toi, Barnabé, tu adores Hermès, elle représente 9,8% de ton portefeuille et tu as un super résultat. Tu vas devoir vendre Hermès. Donc, tu vas devoir vendre ton vainqueur. Tu vois. Ça, quand on est particulier, on ne l'a pas. Ensuite, tu ne peux pas avoir plus de 40% de ton portefeuille sur les 5 premières positions. Donc, tu ne peux pas surpondérer ton Nvidia, ton Amazon, etc. Donc, ça, c'est compliqué. Ensuite, tu as les notes ESG. Donc, tu vois, nous, par exemple, on ne pouvait pas mettre de la défense à l'époque. Donc, quand la défense explose, tu es un petit peu dégoûté. Et en plus de ça, tu as une gestion de cash qui est horrible. C'est-à-dire que toi, par exemple, toi, Barnabé, ou vous qui nous écoutez, quand vous avez une rentrée de cash, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez Ouais. consommer, vous pouvez dépenser, vous pouvez investir, vous pouvez investir sur des actions, sur des ETF, etc. Nous, ce qui se passe, c'est que si nos clients demandent de l'argent, donc veulent retirer leurs sous, on était obligé de vendre des actions, alors que le marché, souvent, il faut bien comprendre, hein, les gens, si on prend l'exemple du Bitcoin, par exemple, quand les marchés sont au plus haut, les gens, ils te donnent de l'argent, et Tu toi, vas- du coup, tu dois acheter des actions chères parce qu'en fait, tu es payé pour faire de l'alpha. Et au contraire, lorsque le marché est bas, les gens paniquent, ils sortent leurs sous. Et toi, tu dois vendre du coup des actions qui sont pas chères. Donc, c'est ça qui rend la chose très, très compliquée. Et c'est pour ça qu'il faut rendre chapeau. Enfin, ceux qui surperforment en tant que gérant, chapeau à eux. Ah, c'est cool d'avoir cette vision-là parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on entend habituellement. Et puis, c'est des détails qu'on n'a pas forcément. Et du coup, là, tu as parlé un peu de défense, tu as parlé un petit peu de cash. Aujourd'hui, au vu du contexte, là, tu as parlé aussi de surpondérer, peut-être par exemple, je dis une bêtise, hein, mais aujourd'hui, potentiellement, la tech américaine qui performe bien. C'est un peu les trois gros éléments là. Donc, un contexte géopolitique qui est un petit peu tendu. La tech, l'IA, les semi-conducteurs qui performent bien en ce moment et des gens qui se demandent est-ce qu'il faut rester investi, est-ce qu'il faut avoir du cash. Toi, aujourd'hui, ces trois éléments, tu les accordes comment?
Alors, premièrement, la première règle, c'est de ne pas suranticiper un conflit. La réalité, c'est qu'effectivement, tous les 2, 3 ans, bon, avec Trump, c'est chaque année, hein, chaque avril, on a l'impression que Trump fait quelque chose. Mais globalement, si on prend par exemple depuis les tarifs douaniers, le S&P 500 est à plus 30. Bon, est-ce que l'année prochaine, on sera à plus 30? Je ne dis pas forcément que ce sera le cas, mais c'est pas impossible qu'on soit à plus 10. On l'a vu depuis le début d'année. Moi, personnellement, mon portefeuille, j'ai été à moins 10, je crois, au plus bas. Et là, je suis à plus 6, plus 7. Je joue à peu près un peu mieux que le S&P, je crois. Donc, Ouais. ça va très, très vite. Donc, premièrement, je pense il faut rester sur le marché. Ensuite, est-ce qu'il faut surpondérer la tech ou pas? Moi, j'ai tendance à dire oui. Pourquoi? Parce que globalement, aujourd'hui, la croissance la plus forte, elle est sur la tech, elle est sur l'énergie. En fait, elle est liée tout ce qui est lié à l'IA. En fait, c'est un peu terrible. Et au contraire, tout ce qui est lié à la consommation, c'est un peu dans le dur. Donc, globalement, aujourd'hui, effectivement, j'ai du Amazon, j'ai du Google, j'ai du Meta, du Microsoft. Il faut des semis. Moi, on a été relativement critique sur Boursier.co. On a fait une vidéo là-dessus par rapport à Terry Smith, qui n'a pas de Ouais. semi-conducteur. Aujourd'hui, on voit des niveaux de croissance sur les semi-conducteurs qui, pour moi, sont impossibles à oublier. Je veux dire, on regarde les Coréens, les Japonais, les Américains, les Néerlandais, donc que ce soit SML, TSMC, il y a même la photonique aujourd'hui qui sort, il y a Ouais. SK pour la mémoire, tout ça, on est sur du x3, x4 en termes de croissance parfois, de bénéfices sur certains dossiers. Donc, voilà, moi, j'ai tendance à surpondérer ça. Et pour la défense, écoute, c'est un peu mon regret. J'ai toujours eu du mal à rentrer en me disant que c'était un peu cher, c'était un peu cher. Et puis, à chaque hausse, je ne suis pas rentré dessus. Donc, c'est un peu, voilà, mon regret là, des 3 dernières années. C'est que j'aime bien, voilà, quelques dossiers d'assaut aviation, Rheinmetall, notamment en Europe. Sauf qu'on a des bons dossiers. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que Ouais, tu as de mais la... en fait, j'ai exactement la même situation que toi. C'est-à-dire que la défense, j'ai loupé le coche, quoi. Honnêtement, c'est pas un truc que je trouve facile à investir. Rheinmetall, pour rentrer dans le train, ben, c'est un peu comme on a parlé là sur la chaîne récemment de ABB. Je sais pas si tu connais. C'est un peu le Schneider suisse. ABB, ouais, suédois, non? C'est une boîte suisse. C'est C'est une ABB boîte suisse. Ltd. Tu as plusieurs Ah ABB, oui, ouais. pardon, excuse-moi, je confonds. Celle qui faisait elle fait de l'automatisation, elle fait de l'électrification, elle faisait un peu de robotique, mais là, elle a vendu cette section-là. Et en fait, comme Rheinmetall, je me suis toujours dit, mais à ce prix-là, je vais pas rentrer. Et finalement, là, sur 6 mois, elle doit faire une trentaine de pourcents. Enfin, c'est des trucs, en fait, c'est un coup d'opportunité, ouais, où j'ai le même regret que toi de me dire qu'effectivement, j'ai loupé la défense. Et pareil pour la tech, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut être investi sur la tech. Euh, Moi, aujourd'hui, je compense. Enfin, j'ai du Nvidia comme toi. Enfin, je sais pas si tu as du Nvidia, toi. Non, Non? j'en ai pas. Tu as du Je suis Google, tu as dit? convaincu par la valeur, mais j'en aurai jamais. Trop complexe à suivre. Il faut Ouais, bien comprendre que mon portefeuille, ma vie est plus importante que mon portefeuille. Donc, je refuse de passer des centaines d'heures par semaine à des bosser là-dessus. compos, ouais. Ah, Donc, par mais exemple, je vais te donner un exemple. Tu vois, actuellement, on me dit, tu préfères Visa ou Mastercard? Je préfère Mastercard. Mais j'ai du Visa parce que ça fait 7, 8 ans que j'ai du Visa. Et je vais rester sur Visa parce que je connais un peu mieux la valeur et que je vais pas me. Voilà. Donc c'est toujours très compliqué de dire ça à ceux qui sont passionnés par les marchés. Mais la réalité, c'est que je vais pas passer 100 heures de plus sur Mastercard pour avoir une conviction aussi importante que sur Visa. Donc je reste sur Visa. Donc pareil pour Nvidia. Je vais aller sur ce que je connais mieux. Voilà. Plutôt ouais. les acteurs européens ou voir les Coréens que je connais mieux aussi. Ah bah tu vois, c'est marrant parce que Visa, je suis pareil que toi. J'ai du Visa. Je vois qu'aujourd'hui, effectivement, ben, Mastercard, il y a des belles ouvertures sur certains marchés. Mais moi, Visa, je connais le dossier, donc je sais pourquoi là les marges ont se sont un petit peu contractées, par exemple, et ça me convient. Donc je suis exactement pareil que toi. Je reste positionné sur Visa. Et par contre, tu vois, la tech, alors j'ai du Google, j'ai du Nvidia, j'ai du Microsoft. La photonique, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, je préfère investir de plus en plus sur un ETF Nasdaq euh, pour être exposé un peu plus sur la tech US. Parce que tu vois, la photonique, c'est pas quelque chose que j'ai creusé. Je sais pas si toi, tu l'as fait un petit peu. Ouais.
Ah bah c'est cool. Bah du coup, si tu veux nous en parler un peu, parce que tu vois, moi, pour le coup, la photonique, là, je l'ai vu arriver il y a un moment et je l'ai pas creusé. Et je me dis, bon, bah c'est vrai que c'est un truc à jouer, quoi. En fait, il y a plusieurs tendances sur les semi-conducteurs. Donc, il faut bien comprendre, je vais faire un petit schéma. Sur les semi-conducteurs, il y a en gros les équipementiers, Ouais. donc ASML, ASMI, BESI, etc., qui permettent, eux, de produire des machines que vont ensuite utiliser les fonderies. Parmi les fonderies, on retrouve notamment TSMC et Samsung. Eux, c'est ceux qui vont produire les puces. Ensuite, il y a ceux qui font l'architecture des puces, notamment Nvidia et ARM. Et ensuite, il y a plein de petits acteurs. Donc là, vraiment, on prend un grand schéma, qui ont chacun leur spécificité qui sont intéressantes, hein. On a ceux qui testent. Donc les testeurs, on a par exemple Advantest, hein, Ouais. qui est un acteur japonais. On a ceux, voilà, il y a pas mal d'acteurs différents. Et puis ensuite, à la fin, on a des acteurs qui sont clients finaux, qui sont les GAFAM, hein, les Max 7, mais qui aussi font leur propre puce. Donc c'est un petit mélange un peu sympa. Et les semi-conducteurs, ce qu'il faut, c'est, il y a des moments où certaines branches vont vraiment progresser de façon importante, ce qui s'est passé avec Nvidia ou autre. Et des fois, ça va plutôt être les équipementiers, des fois, ça va plutôt être les fonderies, etc. Donc aujourd'hui, les enjeux sur les semi-conducteurs, qu'est-ce que c'est? C'est puissance de calcul, c'est réduire les coûts énergétiques. Et c'est en gros, globalement, c'est accélérer en fait ce monde dans lequel on est. Parce qu'aujourd'hui, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, on avait une autoroute à deux voies, c'est-à-dire qu'on mettait, comment on pourrait expliquer ça? On mettait voilà, deux composants à côté et puis on les empilait, un peu comme des maisons. Et puis un jour, on s'est dit, un peu comme les villes américaines, et si on faisait des gratte-ciels? Et c'est un peu ce qui est en train de se passer sur les semi-conducteurs. On est en train d'empiler les couches le plus rapproché possible pour en fait avoir un gain d'énergie, puisque plus c'est proche, moins il y a de pertes. Ça pose des soucis de chaleur, donc pareil, il y a des entreprises qui réduisent ce souci-là. Et au final, on se retrouve avec une puissance plus importante, des coûts énergétiques qui se réduisent, et c'est comme ça qu'on avance. C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue plus technique, HBM. Donc après, là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros on passe de HBM3, HBM4, HBM5. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la photonique, qu'est-ce que c'est? C'est que historiquement, l'industrie, bah, elle utilisait plutôt des électrons circulant dans des fils de cuivre, en gros. Ouais. Et le souci, c'est que bah, ce processus, un, il est lent, et deux, ça génère une résistance. Enfin voilà, le cuivre, vous savez, ça crée une chaleur de malade. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé ces connexions électriques qui passent en fait, par des fils de cuivre par des connexions photoniques. Qu'est-ce que c'est des connexions photoniques? C'est des lasers. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est en tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire et c'est en train d'être fait, c'est qu'on fait circuler vraiment des téraoctets de données entre des serveurs, presque déjà de façon instantanée. Et en plus, on réduit totalement la consommation d'énergie. Donc, ça fait basculer l'IA dans un autre monde. Donc, la photonique, qu'est-ce que c'est? C'est passer du cuivre, en fait, à la vitesse de la lumière, si je peux dire, en réduisant en plus toutes ces problématiques de chaleur et de puissance, en fait. Et donc, aujourd'hui, on a tous ces acteurs de photonique qu'on retrouve. Le plus connu, si vous baladez un peu, c'est Lumentum. Ouais. Eux, ils font des lasers, en gros, haute performance. En gros, sans les puces laser de Lumentum, il n'y aurait pas assez de débit aujourd'hui pour ce qui va arriver avec Nvidia. Et donc, aujourd'hui, le photonique, un peu, répond à toute cette problématique. Donc, je ne dis pas que je suis un expert, hein, je veux bien Ouais, ouais. préciser. Je pense qu'il y aura mieux que moi pour l'expliquer autre. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, voilà, c'est qu'on est en train de passer de la maison individuelle au gratte-ciel, du cuivre à la vitesse de la lumière, si je puis dire, on va dire à la photonique. Ah, tu l'as super bien dégrossi, c'est cool. C'est cool parce que c'est pas évident à vulgariser. C'est vrai que je pense que tout investisseur particulier qu'on soit, c'est pas évident d'être sur tous les secteurs, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et toi, du coup, est-ce que la photonique, je pense que ça t'intéresse quand même, du coup, parce que tu l'as quand même un petit peu creusé. Est-ce que, au même titre, là, tu parlais par exemple la défense Rheinmetall, est-ce que c'est un secteur ou du moins un sous-secteur sur lequel tu veux être investi aujourd'hui?
Écoute, pour l'instant, j'ai pas de, c'est pas que j'ai pas de grosses convictions sur la photonique, j'ai du mal à le juger le potentiel. Je pense que le potentiel, il est énorme, mais moi, quand je comprends pas une toute petite partie d'un secteur, je rentre pas. J'ai un peu ce défaut-là de devoir connaître quasiment l'entièreté des acteurs, des concurrents, du marché, pourquoi c'est si bien que ça, et ça prend du temps. Donc, je suis quelqu'un qui va souvent louper la première vague. Je suis très mauvais là-dessus, c'est-à-dire que moi, Nvidia 2017-2018, j'avais regardé le dossier, puis je m'étais dit, bon, c'est pas mal. J'avais pas saisi encore le. Voilà. Puis 2020, 2021, 2022, je me suis dit, ok, d'accord. Mais il m'a Ouais, fallu du temps. Et des fois, ça met beaucoup de temps, mais il faut bien comprendre que, par exemple, voilà, celui qui s'est dit l'iPhone, ça va pas marcher, même s'il a investi 5-6 ans après, il a quand même fait, il a fait quand même une belle performance. Donc, c'est pas trop un souci pour moi. Donc, aujourd'hui, j'essaye de me faire une conviction sur ce sujet-là. Mais par exemple, effectivement, tout ce qui est. Moi, en portefeuille, par exemple, j'ai BESI, donc BI ouais, Semiconductor, qui est voilà, la petite sœur d'ASML. Ils sont pas du tout sur le même marché, mais ça fait des années, voilà, j'ai pu me construire on va dire une conviction là-dessus. Et en fait, ouais, c'est un peu mon défaut, c'est que sur la défense, en 2022, ben, Rheinmetall, je connaissais pas bien encore, là où Dassault, je connaissais mieux, Dassault Aviation Thales, mais pareil. Donc pour le moment, Barnabé, je suis peut-être un peu comme toi, tu vois, je laisse passer un peu les premières vagues. Et des fois, je me dis, j'essaie de pas FOMO, bien évidemment, ça c'est compliqué. Mais là, tu vois, actuellement, quand je vois la mémoire, je regarde SKNX par exemple en Corée du Sud, ouais. on est passé voilà, de 20 milliards en gros de bénéfices. Là, on va passer à 60 milliards en 2025. Et l'année prochaine, on est à 300 milliards. C'est dur de se dire de ne pas y aller quand même. Et ça ne se paye pas si cher que ça en termes de PR en plus. Donc, j'essaye de construire une thèse. Et puis, peut-être que dans un an, quand je reviens dans Boîte Noire, je te dirai, j'ai acheté. Là, on a parlé de cycle d'investissement. Donc, effectivement, sur la mémoire, là, par exemple, tu parlais de Skynix. Moi, je suivais un petit peu SanDisk Hmm. par des formations pro parce que c'est le matos qu'on utilise. Je pense que parfois, toi aussi, les cartes mémoire, etc. Est-ce que toi, la cyclicité là de ce secteur, donc ASML, tu t'as parlé de semi-conducteurs, est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte? Et par exemple, sur la valorisation, on sait que les valeurs cycliques, euh, en fin de cycle, en début de cycle, c'est pas forcément facile à identifier. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte ou toi, tu es vraiment sur du long terme, quand la valo te semble OK, t'investis, quand ta thèse est OK, t'investis? Ouais, en fait, c'est toujours intéressant parce que quand un secteur fonctionne bien, on se dit souvent, c'est pas trop cyclique, hein, on l'a vu sur le luxe, sur les semis, on est en train de l'oublier. Alors qu'il ne faut Ouais. pas oublier qu'en 2024, les perfs sur les semis n'étaient pas forcément excellentes, hein. Je pense notamment aux équipementiers. La machine repartait à peine. Donc oui, je le prends en compte. En fait, moi, je rentre souvent deux, trois fois sur mes dossiers. Donc je vais, admettons, hein, je prends un exemple, hein. Je vais prendre ASML, je vais me dire 1000 euros, elle est intéressante, hein. C'est pas forcément ce que je pense, hein, mais admettons 1000 euros, elle est intéressante. Je vais peut-être mettre 1% de mon portefeuille sur le dossier. Ensuite, je vais me dire peut-être à 800 euros, je vais peut-être rajouter, je sais pas, 1,5% de mon portefeuille, donc on va dire 2,5. Et puis à 600 euros, je vais peut-être mettre 5% de mon portefeuille là-dessus. Sur les acteurs très cycliques, je vais avoir vraiment une fourchette très très large. C'est-à-dire que si ça se passe bien, tant mieux. Je vais acheter SML à 1000 et puis en fait le cycle repart très rapidement, tant mieux. La réalité, c'est que souvent les cycles, ça peut durer vraiment 2-3 ans, on est au plus bas, voire plus Ouais. longtemps. Et donc, il faut être capable d'avoir en tout cas un point d'achat où on a un peu de cash et on peut acheter un bon point. Par exemple, aujourd'hui, celui qui veut du luxe, bah, s'il a acheté intelligemment, il achète aujourd'hui à un bon prix. Après, moi, Ouais. je suis pas forcément pour acheter aujourd'hui, hein. J'ai pas de. Moi, j'ai que Ferrari actuellement dans le luxe, hein. J'ai eu d'autres dossiers, hein. J'ai eu du Moncler, j'ai eu du LVMH par le passé, etc. Donc, j'ai mon Ferrari. Je considère que c'est le meilleur élève. Je le garde. Le secteur va un peu moins bien et puis ça repartira peut-être un jour. Mais c'est toujours cette difficulté de. Il faut penser qu'en fait, le cycle peut rapidement en fait s'essouffler, hein, et ça peut durer longtemps. Souvent, les gens ont l'impression que ça peut durer 12-18 mois. Par exemple, si on prend le secteur de l'alcool, les spiritueux, bah, ça fait 3 ans qu'on est dans le négatif en termes de chiffre d'affaires. Ça commence à être long pour les gens qui ont du Pernod. Les Ouais, gens qui ont carrément. acheté intelligemment, je pense qu'ils ont un PRU peut-être à 90, 100 euros. Allez. Et ça reste déjà compliqué. Donc celui qui a acheté au début en se disant c'est pas cher, ça va remonter,
les prix de l'alcool façon, les stocks restent bons, etc. Bon, pour le moment, ça repart pas et peut-être ça va repartir jamais. Donc, moi, je fais attention à la cyclicité, mais je l'accepte. Là où certains l'évitent, je l'entends. Tu vois, par exemple, tu vas sur un Costco, t'as pas de cycle. Tu Ouais. vas sur, allez, qu'est-ce que tu as d'autre? Un Visa, tu as des cycles, mais c'est moins important. Tu vas sur un, tu vas sur un Soitec, tu vas sur un Stellantis, tu vas sur un Nexity ou autre, là, tu es obligé de prendre le cycle. Ah, et puis tu peux ramer long, ouais, comme tu dis, hein, tu peux ramer un sacré C'est très, moment. très dur. C'est très dur de savoir investir sur des valeurs cycliques. Et ça demande souvent beaucoup, beaucoup de patience. Et en fait, c'est compliqué parce que aujourd'hui, tu as des valeurs qui font du 20% de croissance des bénéfices depuis 15 ans. Hashtag Google, hashtag Meta, voilà. Et puis, voilà, donc c'est pas très dur à acheter. Et donc, les gens qui achètent ça ont l'impression d'être très bons en investissement. La réalité, c'est qu'ils ont raison, hein. Ils choisissent la facilité, il n'y a pas tellement de cycle. Et de l'autre, on a des valeurs qui font plus 80%, moins 20, moins 20, moins 20, plus 80. Enfin, c'est très compliqué, ça, je trouve. Ouais. Bah, tu vois, LVMH, c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de gens, quand tu as eu toute la grosse phase de hausse, je crois que ça a duré jusqu'en 2021-2022, voire peut-être même Mm. 2023. Je ne sais plus depuis combien de temps Ouais, ça elle fait chute. moi 2023 à peu près. Ouais, 2023, ça doit plus être ça. Et tu as eu une belle phase haussière avant. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont rentrés sur le marché, je pense, dans ces périodes-là, Covid 2020, 2021, et qui n'ont pas connu un LVMH qui rame, quoi. Et là, pour le coup, c'est quand même un petit peu plus le cas. Et je pense Mm. qu'effectivement, ça doit surprendre. Et c'est là quand même que le temps et l'expérience, je pense, fait aussi un peu la différence parce que là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû acheter du LVMH quand c'était aux alentours de 800 et qui ont revendu quand c'était aux alentours de peut-être de 600 en se disant, ouais, mais enfin là, c'est la guerre, quoi. Je pense Ouais. que je sais pas si toi, dans le club, tu as des profils un peu comme ça. Comment est-ce que du coup, tu adaptes un petit peu parce que je pense que tout le monde a un peu une vision différente. Tu as des cas comme Ouais, ça de gens qui restent coincés sur des dossiers, sur des dossiers un peu compliqués, comme ça a été par exemple sur Soitec ou. ouais, il y en a plein. En soi, tu sais, on est 800 et quelques dans le club, donc Ouais, forcément, il y a des gens qui sont sur des dossiers, même moi, hein. J'ai encore du nouveau, hein, j'ai mon moins-value, voilà. On aura toujours des dossiers comme ça. Ce qui est important déjà, c'est que je pense que c'est important d'avoir un peu des mauvais dossiers pour apprendre comment ça se ouais, passe. ouais, carrément. La réalité, moi, je le vois, tu vois, par exemple, moi, j'ai du mal à tenir un dossier difficile plus de 3 ans. Voilà, je sais que c'est ma limite. Certains, ce sera plus, grand bien leur face. Moi, je sais qu'au bout de 3 ans, je commence à perdre patience. Donc, certains pourraient dire, je suis pas assez long terme. Je sais que, par exemple, tu vois, si j'avais acheté un dossier et puis que je vois que c'est un peu plus difficile, moi, la réalité, c'est que déjà, moi, ce que je dis à nos clients, c'est faites une thèse d'investissement. Par exemple, j'achète LVMH parce que LVMH achète des bons dossiers. Bernard Arnault est un super, machin, machin. Et ensuite, sur votre thèse, mettez les points rouges. Pourquoi certains red flags pourraient vous faire sortir du dossier? Moi, sur LVMH, par exemple, ce qui m'a fait sortir du dossier, c'est j'achète LVMH parce que LVMH est une très belle entreprise qui sait acheter des entreprises. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu de rachat de la Ouais, part d'LVMH? Ça fait Tiffany. Donc, moi, j'achète une entreprise dans le luxe qui est capable de gagner des parts de marché parce que c'est bien acheté. Aujourd'hui, alors qu'elle est en dette nette négative et qu'elle est bourrée de cash, elle ne rachète pas. Donc ça, moi, ça m'a pas plu et donc je suis sorti. J'ai fait ma thèse d'investissement. Celui qui fait pas sa thèse d'investissement, donc écrivez-le à la maison, hein, vraiment faites cet exercice-là. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Par exemple, je vais donner un exemple pour Amazon 2022. Donc 2022, Amazon est à 200 dollars l'action. Et puis, on a ce qu'on appelle des hausses de CAPEX, donc hausse des dépenses d'investissement sur le cloud. Il faut comprendre que sur le long terme, une action, elle suit toujours son free cash flow, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à générer du cash après ses investissements. Donc, une entreprise qui annonce beaucoup d'investissements, forcément, on tombe sur un free cash flow négatif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu Meta qui a investi dans le métaverse, moins 80% sur l'action. On a eu Netflix qui a connu un petit peu de concurrence et qui a investi pour justement contrer cette concurrence, moins 80% l'action. On a eu Amazon qui a investi sur le cloud, moins 50, moins 60%. Pareil pour Google. On a eu toutes ces entreprises-là, on a tendance à l'oublier, il y a 3-4 ans, qui valaient 100 dollars. Donc Amazon, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était à 200.
Et puis moi, je me suis dit, à 130, premier point d'entrée, je trouve que l'action est vraiment intéressante. À 130, premier point d'entrée, très bien. Et puis, donc j'écris ma thèse d'investissement, etc. Et puis, deuxième, on est à 90 $, je crois, 95 $. Ouais. Et le marché te fait toujours douter, hein. C'est-à-dire que tu passes de 200 à 90, peut-être que je dis, voilà, mais c'était à peu près ça, hein, moins 50%. Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'en fait, tu fais pas n'importe quoi? Donc, je reprends ma thèse d'investissement. Je dis, mais en fait, non, tout va bien, en fait. Pour le moment, tout va bien. Donc, je renforce. Je suis persuadé que si j'avais pas eu cette thèse d'investissement, je ne serais pas rentré de nouveau. J'aurais douté. Parce que Ouais. le marché te fait toujours douter. Et là, c'est exactement pareil sur certains dossiers. Tu vois, sur Netflix, donc, que j'ai acheté dernièrement là, par rapport à ce qui se passe avec Warner, Ouais. ça n'a rien changé à ma thèse. Et donc, j'ai pu rentrer voilà, sur des niveaux intéressants. Et c'est ça qu'il faut faire, je pense. Et c'est ça que je dis à mes clients. Faites votre thèse d'investissement. Rentrez en plusieurs fois. Ne rentrez jamais en une fois. Alors, certains vont dire oui, mais admettons, je mets 1% de mon portefeuille et le dossier repart, c'est dommage. C'est dommage. Au pire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu auras gagné de l'argent. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. C'est si tu n'as que 1,5 sur Nvidia et que 3 ans après, c'est 3-4% de ton portefeuille, c'est dommage. Tu aurais pu peut-être faire un peu plus. Mais au pire, tu as gagné de l'argent. Il n'y a rien de pire que mettre 5-10% de son portefeuille en one shot sur une entreprise qui ne va pas bien par la suite. Et on perd Ouais. beaucoup plus d'argent en étant sous panique. Donc là, par exemple, celui actuellement qui a du Pernod, du Novo, du LVMH, de l'automobile, du Porsche, etc., il va perdre beaucoup plus d'argent parce qu'il va prendre des mauvaises décisions. Quelqu'un qui est sous pression, qui regarde le marché partir sans lui, il prend des mauvaises décisions souvent. Donc il ne Ouais, faut pas les se émotions. comparer, Ouais, mais la réalité, c'est qu'on se compare. ouais, carrément. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi aussi, je rentre par palier et je regarde même pas. Je place mes ordres à l'avance et après, je Pareil. ferme un peu les yeux. Et puis, je pense aussi, ouais, que j'ai trop, au début, j'ai trop vendu sous pression. Mais exactement ce que tu dis. Mais c'est comme ça que tu apprends aussi, hein, effectivement. Mais c'est là aussi que tu fais les plus grosses erreurs, quoi. C'est voilà, moi je suis convaincu que les gens qui ont beaucoup de dossiers, moi ce que je dis souvent, c'est que un portefeuille doit être diversifié. Euh, il doit être adapté à votre on va dire, stratégie, votre modèle de volatilité. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que moi, je critique souvent ça, hein. Les gens, ils regardent que le rendement. Moi, j'ai vu hein, des clients, même des gens sur les réseaux, des gens qui m'envoient des messages, etc. Ils font un peu mieux que le S&P 500, 1 ou 2% de plus, mais ils ont 2-3 fois plus quasiment de risque de volatilité. Moi, ça m'intéresse pas du tout, ça. Moi, c'est-à-dire que chaque point, ce qu'on apprend en finance, hein, chaque point de volatilité, j'essaye qu'il soit le plus optimisé possible, mais je veux pas non plus un portefeuille qui fait 2-3% de plus alors que je prends 2 à 3 fois plus de risques. Donc, je vois des gens, tu vois, qui font 15% au lieu de 12-13% par an actuellement sur les dernières années, avec un risque énorme. Ils ont 4 dossiers, des cryptos, des semis. Bon, ok. Et il y en a qui font 12 avec du Air Liquide, du Waste Management, du Costco et voilà. Donc c'est toujours la même chose. C'est le risque aujourd'hui, je trouve qu'il est sous-estimé par les gens. Et la réalité, c'est que entre toi, Barnabé, entre moi, entre un retraité et un étudiant, on n'aura pas du tout le même risque. Ouais, c'est sûr. Et quand je vois, moi, c'est pas, je trouve que les ETF, c'est les meilleurs produits qui ont existé sur les 30 dernières années, hein. C'est pas du tout une critique des ETF que je vais faire là. Mais dire à quelqu'un de 70 ans, de 25 ans, entre un patrimoine de 1 million et 10 000 euros, achète du S&P 500, tu auras le même portefeuille, le même risque, bah, c'est pas trop mon truc, moi. Moi, je suis plutôt pour que le portefeuille s'adapte. Donc, la seule métrique qui va s'adapter, c'est peut-être que la personne de 70 ans va mettre moins de S&P 500 dans son portefeuille. Mais la réalité, c'est que voilà, un ETF, c'est un portefeuille. Et je considère que ça ne s'adapte pas du tout à tout profil, quoi. Donc, c'est ma seule critique des ETF. La réalité, c'est que pour mettre le pied à l'étrier, c'est un excellent produit, hein. J'ai rien à dire là-dessus. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et pour revenir sur ce que tu disais là, ouais, sur effectivement les gens qui ont quatre actifs avec un risk reward qui est un peu entre guillemets fou, quoi. Euh, je pense que ce que les gens prennent pas trop en compte, c'est que on a vécu là une période euh, qui potentiellement peut continuer avec une belle dynamique si effectivement l'IA tient ses promesses, si tout, tout ce secteur-là arrive à améliorer la productivité, plein de choses. Mais 4 ans, c'est court en bourse.
Et c'est vrai que aujourd'hui, tu es investi que. Alors, je suis d'accord avec toi aussi, il faut être investi sur la tech. Mais si demain, tout ce secteur-là ne tient pas ses promesses en termes de rentabilité, donc en termes de retour sur investissement, je pense aussi que c'est effectivement un gros risque d'être ultra concentré. Euh, alors, peu importe ton profil de risque, hein, mais je suis d'accord avec toi, le risk-reward, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et que beaucoup de personnes ont tendance un petit peu à omettre en se disant, bah, let's go, quoi, je suis sûr de moi, Nvidia à fond. J'ai vu un gars qui avait un portefeuille, je crois qu'il y a 4 valeurs, et c'est Nvidia, Reddit, et peut-être deux autres boîtes tech. Et j'avoue que quand je vois ça, je me dis, bon, ok, il a très, très bien performé là, dernièrement, mais à l'avenir, c'est pas tout à fait certain que ça continue de performer autant. Je sais pas tout ce que tu en penses, toi. Moi, ce que j'en pense, c'est si la personne est capable de tenir ce qu'on appelle un drawdown, c'est-à-dire une baisse par rapport au plus haut de moins 60, moins 70%, pourquoi pas? Parce que un indicateur qu'on regarde beaucoup, c'est la standard deviation. Donc, c'est la volatilité par rapport en fait, c'est l'écart type. En gros, par exemple, vous prenez une droite de régression et puis il y a des valeurs où l'écart type est énorme et puis il y a des valeurs où ça bouge pas beaucoup. Le S&P 500, en moyenne, c'est 15% de volatilité. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une année normale pour le S&P 500, c'est entre plus 15 et moins 15. Si vous êtes en dehors de moins 15, c'est une année qui sort de l'ordinaire. Si vous êtes au-dessus, c'est une année qui sort aussi de l'ordinaire. Nvidia, la standard deviation, elle est à 45. C'est-à-dire qu'une année normale pour Nvidia, c'est plus 45. Vous êtes à plus 43 sur Nvidia, c'est une année normale. Vous êtes à moins 43, c'est une année normale. Donc, une mauvaise année pour Nvidia, ça va être moins 60, moins 70. Et il y a plein de valeurs qui sont comme ça. Et effectivement, Nvidia, Reddit en font partie. On est à 50, 60 sur certains dossiers. Et ça, quand on le comprend, on se dit, voilà, est-ce que moi, je suis capable de subir une année, on va dire, une mauvaise année sur Nvidia? Certains vont te dire oui, je vais même renforcer ma position, tant mieux. Certains vont te dire non. Et par exemple, Air Liquide, on est au même niveau que les indices. Donc en gros, une mauvaise année pour Air Liquide, ça va être moins 20, moins 25. Mais le moins 40, moins 50 sur Air Liquide, il est extrêmement, extrêmement rare d'un point de vue théorique. Ouais. Et donc, moi, ce que je regarde, c'est cette volatilité. Alors, je regarde, voilà, mais je regarde cette volatilité de mon portefeuille. Il y a des dossiers qui sont très, très volatiles. Par exemple, j'ai quoi? J'ai du Robinhood qui est très, très volatile. Ouais. Et puis, j'ai des dossiers beaucoup plus safe. Et l'idée, c'est d'avoir des dossiers un peu volatiles pour amener de la performance, des dossiers un peu moins volatiles justement pour tenir en cas de baisse. Parce que la réalité, c'est que c'est très dur de tenir un marché pendant 2, 3, 4 ans quand votre portefeuille est à moins 30. Enfin, moi, honnêtement, je ne serais pas capable de tenir. Demain, tu me dis, Loris, pendant 3, 4 ans, tu vas perdre 30, 40, 50 000 euros pendant 3 ans. Je ne peux pas tenir mentalement. Je le sais. Donc, j'adapte mon profil de risque par rapport à ça. Ouais, carrément. Je pense que moi non plus, hein. Honnêtement, tu me dis demain, ne serait-ce que déjà pendant 3, 4 ans, voir son portefeuille dans le rouge, c'est dur. Mais si en plus les chiffres, enfin, surtout pour ceux qui regardent régulièrement, quoi. Moi, je sais que j'essaye de pas trop regarder régulièrement, mais effectivement, ouais, c'est des trucs, à mon avis, psychologiquement, c'est là que tu peux faire aussi des belles. Moi, je sais pas, je suis curieux de savoir ce qu'ils en pensent sur YouTube, hein. Déjà, vous prenez une année où le S&P 500 fait plus 10 et vous faites moins 10. Très Ouais. compliqué. Très compliqué de tenir une année. Je dis pas que c'est. Moi, ça me dérange pas plus que ça, une année. Mais déjà, la deuxième, si tu refais un écart important que le S&P, c'est dur. Ouais. Et dans le rouge en plus. Admettons, le S&P fait moins 20, toi, tu fais moins 30. Si une troisième année, le S&P fait moins 5, toi, tu fais moins 10, tu vas peut-être te dire la bourse, c'est pas fait pour moi. Au pire Ouais, moment. surtout, moi, si demain tu me dis, ouais, pendant 3 ans, le S&P 500 performe et moi, c'est pas que je sous-performe le S&P 500, c'est qu'en plus je perds de l'argent, je pense que je me remets en question, quoi. Enfin, je repars de zéro, je sais pas si je prends un ETF ou autre, mais je pense qu'il y a une très, très grosse remise en question. Ouais. Et sûrement au pire moment, en fait. Parce que ta stratégie, si par exemple, tu es uniquement sur la tech, bah, la tech peut sous-performer pendant 3, 4 ans, ça arrive, Mm. et il faut l'accepter dans ce cas-là. Par exemple, actuellement, tu vois, il y a, alors je sais plus son nom de famille, il est difficile à prononcer, mais je vais l'appeler Dev de Valley Forge Capital, c'est un gérant américain qui a que des valeurs financières. Donc il a 50% FICO, Moody's, S&P, MSCI, il a que des financières. Donc il accepte. Mais aujourd'hui, voilà, il se fait Massacré, ouais. matraquer.
Ouais. Il se fait massacrer. Donc, quand tu prends moins 30, moins 40%, et que le S&P est plutôt à plus 5, plus 6 actuellement, bah lui, après, il faut qu'il justifie auprès de ses clients. Déjà, quand t'es client, enfin, pardon, quand t'es particulier, bah, en fait, tu as juste à répondre à toi-même, hein. Donc, c'est relativement dur. Mais si en plus de ça, tu dois répondre à quelqu'un d'autre, c'est encore plus compliqué. Mais il y a des gens qui sont comme ça, qui sont capables de tenir 4, 5 ans dans le dur. Moi, je pense, et je pense que ceux qui nous écoutent aussi, la plupart ne peuvent pas. Voilà. Mais tu vois, ça me fait penser, je sais pas si tu connais, moi je connaissais pas avant, mais je suis tombé sur Instagram, sur un Reels, où tu as un mec qui s'appelle Pog dans l'automobile. C'est Ouais, je connais le un. nom, ouais. Tu vois, ouais. Et ben lui, en fait, il expliquait que il a fait sa fortune grâce au SaaS. D'ailleurs, tu le dis toi-même, tu as dû poster hier ou avant-hier SaaSpocalypse avec effectivement les valeurs SaaS qui continuent un peu de prendre. Et lui, en fait, de par son ancienne activité, son portefeuille, il est centré sur des SaaS parce que c'est comme ça qu'il a gagné de l'argent, parce qu'il connaît, entre guillemets, pas que ça, mais parce que c'est ce qu'il connaît le mieux. Et ce qui fait qu'il disait que la valeur de son capital aujourd'hui, elle est à moins 50% par rapport au plus haut, je pense, hein. Et il se pose énormément de questions et il réfléchit aujourd'hui. Tu vois, je sais pas, il avait du Adobe, je te dis une bêtise, hein, mais il avait du Adobe, il avait du ServiceNow, il avait des boîtes comme ça, peut-être. Et ben là, il se dit, ben là, je vais vendre potentiellement ces boîtes-là pour aller peut-être acheter d'autres choses, sachant que SaaSpocalypse, c'est justifié, c'est pas justifié, je sais pas, mais là, tu as quand même des boîtes qui sont sur des niveaux, moi, je trouve en termes de valo, un peu délirantes. Et lui, voilà, il risque de se dire, bah là, voilà, je vends les parts que j'avais dans ces boîtes-là. Ouais. Alors que, imagine, hein, Pog, c'est plutôt, il a travaillé là-dedans, puis il se considère plutôt expert, Ouais. etc. Je lui dit, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir. Et puis là, on est au plus bas. En tout cas, les SaaS peuvent encore baisser de 10-20%, mais il n'y aura pas encore moins 50 hein, sur Ça l'ensemble des m'étonnerait SaaS, hein. aussi, ouais. Ouais, ouais. Il y a des SaaS qui vont tenir, d'autres qui vont valoir zéro, hein, faut être honnête. Mais tu vois, c'est toujours la même chose. C'est t'as beau, voilà. En plus, lui, il a un patrimoine conséquent. Mais tu sais, en finance, on regarde souvent, c'est le portefeuille de une simulation de Monte-Carlo, pardon. C'est en gros, on regarde 1000 scénarios avec on va dire, d'un point de vue théorique. Et puis, on regarde, moi, ce que j'aime regarder, c'est les scénarios extrêmes des deux côtés. Sauf que moi, le scénario, par exemple, où on me dit, tu as 10 chances sur 1000 à la retraite d'avoir 0 € parce que je sais pas, tu as fait n'importe quoi en bourse, bah, je le refuse. Et il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à, notamment parce qu'ils viennent voilà, du monde de volatilité de la crypto-monnaie, ils sont prêts à prendre beaucoup plus de risques. Moi, je suis pas prêt à accepter à avoir 10-15% de chance de peut-être faire moins 50% sur mon patrimoine à 50 ans si j'ai 1 million de portefeuille, admettons. Je suis pas prêt à l'accepter. Et donc, mon objectif à moi, c'est de réduire au maximum ces scénarios extrêmes et donc, forcément, si je réduis le scénario extrême baissier, je réduis aussi le scénario extrême haussier. Mais tout est question de profil. Et je trouve que les gens sont quand même de plus en plus smart, notamment grâce aux réseaux sociaux et à l'éducation financière, qui est quand même de se dire, voilà, il faut que ce soit un petit peu diversifié, pas avoir tout au même endroit. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, ils font des ETF. Et avec les ETF, vous êtes très, très tech, en fait. Je vois des gens qui ont Nasdaq 100 et S&P 500. Alors, concrètement, ils sont hyper, hyper concentrés sur la tech. Mais l'avantage de l'ETF, c'est que vu que c'est auto-nettoyant, au pire, si la tech ne marche pas, il y a un autre secteur qui fera le travail pour vous. Au lieu de vous poser, vous, la question, est-ce qu'il faut que je sorte de la tech ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Bah, moi, tu vois, le Nasdaq, je le vois. Je double pas Nasdaq S&P 500 parce que je trouve que ça fait un peu Overlap? doublon aujourd'hui sur les très grosses valeurs, puisque c'est celles qui prennent le plus de place. Mais pour moi, prendre du Nasdaq, c'est vraiment, je me dis vraiment, bah, je surpondère un petit peu par rapport à tout le reste du portefeuille qui est quand même plus diversifié, quoi. Mais ouais, le TF Nasdaq, tu vois, même le nettoyage sur le TF Nasdaq, ça reste. Je me dis quand même que le jour où il y a vraiment, alors j'imagine pas une crise comme en 2000, tu vois, mais le jour où il y a vraiment un drawdown important, le Nasdaq, même avec de l'auto-nettoyage, il risque quand même
il risque quand même d'y avoir un drawdown. Après, la tech, globalement, dans le futur, si on voit très long terme, je pense quand même qu'aujourd'hui, la croissance, au vu de la démographie, au vu de plein de facteurs, elle reste quand même, Non, mais le globalement là. Nasdaq, c'est le moins 50 un jour, il n'est pas du tout inévitable. Hein. C'est pour ça que voilà, ceux qui ont du Nasdaq x2 reviennent en face, hein, ils ont fait de très belles années. Mais le moins 50% sur le Nasdaq, il n'est pas du tout inenvisageable un jour. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus volatile que le S&P. Donc après, voilà, à vous de faire vos propres choix. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant de comparer, de regarder. Moi, j'aime bien regarder les crises précédentes, de comparer la psychologie humaine. Enfin, voilà, tout ça, ça m'intéresse. Et plus on écrit, plus on apprend. Moi, j'ai beaucoup appris en écrivant, en fait. Hein. Des fois même, sur le club, chaque trimestre, je revois mon portefeuille. Puis j'essaye de faire des allégories, de reprendre des bouquins que j'ai lus. Donc, par exemple, tu vois, j'ai pas mal parlé là sur le club Bourseco, un peu de ce livre qui est conseillé par Buffett. Voilà, en gros, c'est le joueur de baseball. Le joueur de baseball, il a un désavantage, c'est qu'il doit taper la balle au bout de 3 fois. Donc, c'est-à-dire qu'il a 3 chances pour taper. En tant qu'investisseur, tous les jours, vous avez des centaines de balles qui passent près de votre batte. Et puis, vous avez la possibilité de ne pas taper. La réalité, c'est que s'il y a une balle qui arrive parfaite, il faut la taper. Ce qu'on appelle un no-brainer. C'est-à-dire le méta en 2022, Le Google, il n'y a pas si longtemps. le dossier. Voilà. Et la réalité, c'est qu'il y a trop peu de gens qui achètent des no-brainers et qui vont acheter la balle qui est pas trop mal, mais tu vois, qui a 42 PER, qui est passé de 55 à 42 PER, qui a 6% de croissance, alors que tu as des dossiers qui, voilà, tu prends Meta, à un moment, elle était à 18 de PER, elle faisait 25% de croissance. Bon, ça se regardait quand même. C'était il y a 3 mois, hein, même pas. Ouais, bah, carrément. Bah, Google aussi, il n'y a pas si longtemps. Bon, après, Google, tu as quand même un petit peu l'épée de Damoclès du risque juridique. Moi, j'y croyais. J'y croyais dans un sens, je me disais aussi, bah, même s'il y a démantèlement en soi. Ouais, tout le monde se disait ça. En soi, c'est pas grave, quoi. C'était exactement ce que je me suis dit. Tu vois, après, c'est pareil, tu parlais d'Amazon sur la crise de 2022-2023. Ben, ouais, pour moi, tu as une boîte qui est bien diversifiée, qui a une croissance qui est quand même assez impressionnante. Alors, c'est peut-être pas celle qui va croître le plus, hein, Amazon demain, même si elle est quand même plutôt pas mal positionnée sur pas mal de secteurs intéressants. C'est effectivement. Après, tu vois, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui parlait de ServiceNow là récemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le no-brainer sur les SaaS, je le vois pas partout. Je me dis qu'il y a certains quand même SaaS qui pourraient potentiellement être inquiétés par. Alors pas tous. Hein, je sais pas si tu connais. Moi, j'aime bien Nemetschek, par exemple. Je connais bien, ouais. C'est très spécialisé. C'est très spécialisé. Dans ce genre de cas, je trouve que la disruption, elle peut être limitée. Après, je trouve que tu as d'autres SaaS qui sont un peu plus, comment dire, retail accessible, tu sais, enfin, où vraiment les gens vont se dire, bon, bah là, j'ai cette proposition-là, et puis à côté, j'ai de l'IA beaucoup moins cher, qui potentiellement, pour un retail, pour quelqu'un qui est pas Moi, pro, j'appelle ça du SaaS marketing, quoi. C'est monday.com, c'est Adobe, c'est joli, c'est sympa. La réalité, c'est que si demain ça n'existe plus, c'est pas la mort. Bah, tu vois, Adobe, pendant un moment, moi, j'aimais bien le dossier parce que je l'utilise au quotidien. Et en fait, de plus en plus, j'utilise d'autres outils. Donc, je me dis, si moi, je commence déjà à faire ce switch-là, pour moi, c'est pas la peine, quoi. Dans mon fort intérieur, je me dis, ben, écoute, là, aujourd'hui, même moi, la disruption, je la vis un petit peu. Alors, Adobe est pas cher, il y a plein d'arguments, il y a des arguments en sa faveur, mais aujourd'hui, du coup, je préfère être à l'écart de ça, par exemple. On est passé, tu vois, d'un modèle où le software, on va dire, était vraiment dominant, c'est-à-dire qu'il y avait de la récurrence, des fortes marges, il y avait des coûts de changement importants, donc les gens restaient sur Adobe, sur Microsoft, etc. Et là, on est dans un monde où, en fait, il faut du tangible, il faut des data centers, du physique, etc. Ce qu'on appelle le phénomène de Halo, quoi. Donc, c'est les high assets aujourd'hui qui sont préférés plutôt que le modèle où, en fait, tu reposes sur une marque ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que voilà, on va basculer dans un monde de CAPEX. Donc, tant Je mieux. m'aurais pas imaginé il y a quelques temps. Non, mais moi, par exemple, tu vois, je suis pas trop fan des dossiers
utilitaires, voilà, utilities ou autres. La réalité, c'est que voilà, demain, tu as un Schneider, Prysmian, même ceux qui font l'énergie nucléaire, etc. Bah, ils sont beaucoup, beaucoup plus intéressants aujourd'hui que ces dossiers-là où, en fait, si on reprend un peu la thèse de Warren Buffett, hein, qui est si tu achètes un dossier, est-ce que tu es capable de le garder 10 ans? Moi, je ne suis pas sûr qu'Adobe, dans 10 ans, ce soit encore un outil que tout le monde utilise. Un Je suis pas outil sûr. phare, ouais. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Et C'est la... sur les SaaS, en plus, c'est cher. Enfin, Adobe, on a 10 fois le PER, donc elle est vraiment elle est massacrée. Mais sur certains, on est encore à 20-25 fois, hein. Donc, ouais, c'est pas non plus. c'est Moi, je pas sais pas pas. cher. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. Et pour finir, peut-être, du coup, tu disais que ouais, la défense, t'avais un peu loupé le coche. On en entend encore beaucoup parler. En même temps, on a toujours l'Ukraine, on a toujours le Moyen-Orient. Est-ce que le fait là de pas forcément tout de suite avoir investi sur la défense, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que, enfin selon toi, hein, ton avis à toi, est-ce qu'aujourd'hui tu serais capable d'aller te positionner encore un peu, par exemple, sur le secteur de la défense? Ouais, totalement. C'est un vrai sujet pour moi. Je trouve que les valos sont pas non plus si déconnantes que ça. Si tu prends les perspectives annoncées, en tout cas par le management, la réalité, c'est qu'il va avoir des. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est un trou d'air, c'est-à-dire Mmh. une réduction des tensions temporaires, alors que les carnets de commandes sont toujours pleins et qu'il va toujours avoir on va dire cette trend, hein, qui est en fait bah, la souveraineté va reprendre sa Ouais. part. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est un petit trou d'air de 15-20% pour vraiment acheter avec une marge de sécurité. Parce que en bourse, on ne dit pas assez souvent, mais plus vous achetez moins, enfin, plus la valorisation est attractive, plus vous avez une performance qui peut être intéressante. Et en plus de ça, vous prenez moins de risques. Donc, plus de performance, moins de risques. Moi, je suis plutôt acheteur, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, je prends un Red Metal, les perspectives sont incroyables. On a quand même des pays de l'Union européenne qui vont doubler, voire tripler leur pourcentage de points de PIB dans la défense, que ce soit la Pologne, l'Allemagne, la France ou autre. Donc ça, c'est quand même une tendance qui va rester. On a toujours ces conflits qui peuvent péter à tout moment sur d'autres endroits de la planète, hein. Tu vois, là, il y a l'Iran, peut-être que demain, ce sera Cuba. Enfin, rien n'est impossible sur la La suite de ce planète mandat et même Trump. sur les prochaines décennies. Donc oui, je regarde toujours. Après, la question, c'est laquelle. Il y a Red Metal qui est sympa parce que vraiment les perspectives sont encourageantes, mais très très dépendantes en fait du conflit ukrainien, parce que forcément c'est un des acteurs les plus présents. Il y a les dossiers français, donc il y a par exemple, je sais pas, il y a Dassault Aviation qui est intéressante, mais qui dépend beaucoup en fait de l'exécutif français, c'est-à-dire que c'est la France quand elle visite des pays qui va vendre des Rafales. Et si demain, par exemple en 2027, on avait un extrême, en tout cas contre plutôt la prolifération des armes, c'est vrai que ça poserait souci à Dassault. Donc il y a ce risque-là. Et en fait, ouais, j'ai du mal à me décider. Je serais plutôt sur du Red Metal aujourd'hui. Peut-être que dans un an, je reviendrai, je te dirai autre chose. Mais c'est difficile parce que chacun a ses défauts en fait. Et c'est un secteur où, mine de rien, ça dépend beaucoup justement de la géopolitique. Parce que je suis pas trop fan de base en fait. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas évident. Je vois des trucs passer, hein, tu vois. T'as Exile Technology. Enfin, t'as des tendances comme ça que moi je regarde. Et pour le coup, j'ai du mal. Rain Metal, effectivement, ça fait longtemps que je la regarde depuis, enfin longtemps entre guillemets, depuis le début du conflit en Ukraine. Et effectivement, je pense que sur toute la période, là, les 4 5 dernières années, ouais, allez, entre 3 et 5 dernières années, c'était pour moi celle qui était bien positionnée. Les US, je n'ai pas trop regardé la défense aux US parce que je trouve qu'ils sont déjà quand même bien investis dessus. Je pense que ça performe moi aussi, mais ça continuera de performer. Mais effectivement, ouais, Rain Metal, je ne sais pas si c'est celle qui a le plus performé. Je pense que Exiltech, du coup, là, avec les Oui, après, petites boîtes drones, ont très bien performé. Euh, Après, aux US, je sais plus comment elle s'appelle, cette boîte, tu sais, qui fait dans la recherche de données, l'analyse de données. Je sais pas si tu Palantir? vois. Ouais, Palantir, tu vois, par exemple, j'ai regardé de loin.
de même très loin. Et en fait, les valeurs ont tellement explosé tellement rapidement que même si je pense que c'est un enjeu pour à l'avenir aussi la souveraineté au niveau des données, au niveau de plein de choses, c'est des trucs que je maîtrise pas suffisamment et que je comprends pas suffisamment pour investir dessus. Toi, Palantir, t'as regardé un peu? J'ai été très mauvais sur Palantir. Je sais, je Ouais, suis très mauvais pour prendre les vagues. ouais. Donc, quand à un moment, là, je sais plus combien elle se payait, mais elle se payait quasiment 80 fois le chiffre d'affaires, truc comme ça. Enfin, Ouais, des c'est monté valos à vraiment 100 et quelques, hein, je monstrueuses. crois. Mm. Je suis pas fan du CEO qui est vraiment Alex Karp, qui est un peu fou. Ouais, Enfin, il y a trop de trucs où je me suis dit, bon, laisse tomber, tu comprends pas. Alors, déjà, c'est difficile à comprendre, hein, parce que c'est relativement. C'est les services secrets, c'est le Pentagone, donc c'est relativement flou en fait ce qu'ils font. mm, C'est difficile de dire ce que fait vraiment Palantir avec le Pentagone ou autre. Deux, le CEO est un petit peu fou. Trois, il y a beaucoup de spéculation, de valorisation. Donc je suis pas allé là-dessus. Moi, je suis vraiment allé sur la défense sur le terrain, je viens de dire. Mais tu vois, sur N-Metal, par exemple, aujourd'hui, ce qui est, c'est par exemple les chars. Demain, même aujourd'hui, on a déjà des drones qui coûtent quelques centaines d'euros, voire des milliers d'euros, et qui détruisent des chars qui valent c'est vrai. X Mm. centaines de milliers de dollars ou plus même. Ça, c'est un souci, tu vois. C'est un risque pour Rheinmetall. Aujourd'hui, on a du mal encore à identifier autre, mais c'est toujours intéressant parce que chaque domaine a un risque, il faut l'accepter. Et en fait, moi, vu que j'ai pas de grosses convictions non plus sur ce qui va se passer dans le monde futur, peut-être que tu vois, peut-être qu'il va falloir favoriser plutôt la marine plutôt que la terre. Peut-être qu'il va falloir plutôt favoriser l'aérien. Ouais, Est-ce qu'il faut favoriser plutôt tu vois, Dassault, par exemple, il y a le risque des drones. Tu vois, ils ont investi ouais. sur Armatan, qui est une entreprise qui fait des drones en France. Peut-être que demain, en fait, les avions de chasse, c'est fini. Peut-être qu'on fera que des drones. Je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais tu vois l'idée. Ouais. Peut-être qu'il va falloir aller sur le spatial dans la défense. Donc, c'est très dur pour moi de savoir là où il faut aller. Donc, moi, tu vois, actuellement, je regarde pas mal le spatial et effectivement, il y a un sujet aussi de défense dans le spatial. Donc, la Ouais. défense, c'est un Souveraineté. peu large, hein. Mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Le spatial, c'est pas facile non plus dans le sens où comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce que les États, là, tu as un petit peu l'enjeu avec SpaceX, avec, euh, enfin, tu sais, là, je crois que c'est Air France qui utilise maintenant, Starlink, ouais. ouais, Starlink, et il y a pas mal d'enjeux là-dessus aussi parce que on se dit, mais du coup, la couverture satellite. Aujourd'hui, c'est qui? C'est quand même plus les États-Unis. Donc, il y a cet enjeu-là aussi en Europe. Demain, que vont décider les gouvernements? Enfin, c'est pas. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai très peu de lisibilité. Et donc, mais par contre, tu vois, c'est vrai que les drones, ça a été la grosse dynamique de la guerre en Ukraine. C'était quand même sur les drones. J'écoutais un responsable militaire qui disait que là, vraiment, sur cette guerre-là, la façon de faire la guerre, elle a totalement évolué par rapport Ah non, ça ne savait rien avant, hein. Ouais, 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 carrément. Et comment est-ce que tu anticipes ça? Honnêtement, moi, je l'anticipe pas. Mais, euh, mais je comprends l'intérêt, tu vois. Mais demain, est-ce que les drones, ce sera pas contré facilement par autre chose? C'est Euh, pas impossible. c'est pas évident à. Et Mais ben, écoute, ouais, non, vas-y, vas-y. pardon, excuse-moi. Non, si tu voulais reparler de la défense un peu? Non, non, mais en gros, ce que je voulais dire, en gros, ce que je voulais dire, c'est voilà, il y a plein de méga tendances actuellement, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est voilà l'économie de l'attention, c'est-à-dire que les gens je pense qu'ils vont travailler de moins en moins et passer de plus en plus de temps sur leurs écrans. Donc effectivement, les GAFAM en profitent. Il y a le vieillissement démographique. Donc le vieillissement démographique, on peut en profiter de plein de façons. Ça peut être l'hôtellerie et les croisières aux États-Unis. Ça peut être la santé animale. Plus les personnes sont âgées, plus souvent elles ont des animaux de compagnie et plus souvent les animaux de compagnie vivent longtemps. Ça peut être la santé. Il y a la souveraineté. Donc la souveraineté, ça peut être quoi? Ça peut être la tech, ça peut être la défense, ça peut être justement le transport. Tu vois, on voit aux États-Unis, il y a des nouvelles tendances qui émergent sur la relocalisation donc, de ces entreprises-là. Donc il y a plein de choses comme ça. Et effectivement, la défense, c'est celle que je maîtrise un peu le moins parce que ça dépend trop de la géopolitique. Et peut-être que demain, en fait, il y aura quelqu'un d'autre que Trump. Et en fait, on se dira, bon, peut-être que c'est pas si fort que ça. Je pense pas, hein, mais tu vois l'idée. Ouais, ouais, ouais. Oui, si les tensions s'apaisent, bon là, je pense qu'on en a encore pour
en tout cas, du moins, il le laisse entendre qu'il pourrait aller sur d'autres sujets. Tu parlais de Cuba, par exemple. C'est très incertain, mais bon, c'est un risque qui plane quand même un petit peu. Et santé animale, tu l'as joué un petit peu, toi, le secteur ou pas trop? Écoute, c'est un secteur que j'aime bien. Nous, notre valeur favorite, c'est IDEX. Ouais. Alors, dans la santé, en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu as la pharma. Donc, la pharma, c'est là où c'est compliqué, c'est que tu as des études, 1, 2, 3, et que si une étude se passe mal, le dossier peut perdre moins 10, moins 15%. Tu as des brevets, donc c'est-à-dire que le brevet va durer X années. À la fin de ton brevet, ton médicament ne vaut plus rien. Donc, dans la santé animale, c'est la même chose. Il y a des entreprises qui sont des pharma, type Zoetis, Virbac ou autre, en France. Et puis, tu as des dossiers qui sont plutôt sur l'équipementier ou des machines. Et là, nous, on a IDEX, donc IDE2X, Ouais. qui est une belle valeur, mais qui vaut très très cher, comme toutes les belles valeurs. Ouais. Donc, il faut attendre un trou d'air, mais super valeur. Et effectivement, la tendance sur les animaux de compagnie, c'est il y a de moins en moins de gamins. Moins les gens ont de gamins, plus ils ont des animaux de compagnie. Les gens dépensent 2 fois plus de dollars qu'il y a 10 ans pour leurs propres animaux de compagnie. Les animaux de compagnie vivent plus longtemps qu'il y a quelques années. Donc, en fait, il y a toute la tendance qui va pour. Il suffit d'aller en Asie. Hein. J'ai vécu quelques mois quand j'étais en Corée. Les gens baladent leurs chiens et leurs chats en poussette. Je pense qu'on a encore quelques belles années sur la santé animale. Tu vois. Mais j'irai pas sur la pharma animale. Ouais, Comme du sur. Ouais. Zoetis, par exemple, tu disais. Non, ce soit trop Bien. risqué. Actuellement, il y a un procès là, justement, il y a des soucis. Un médicament qui a des effets secondaires ou je sais pas, en gros, il y a des effets plus importants que prévu. L'avantage des machines, c'est que c'est du récurrent. Une fois que le veto l'achète, on peut faire des tests avec. C'est un peu, tu sais, il y a Intuitive Surgical, je sais pas si tu connais. Ouais, je suis le dossier, ouais. Pareil, c'est un dossier que j'aimerais acheter depuis des années qui est très très cher. Eux, c'est de la robotique pour les chirurgiens. Magnifique comme dossier parce qu'une fois qu'on est une fois qu'on est formé là-dessus et en fait, on va pas changer parce que le risque est trop important. Hein, on va pas changer de robot, etc. Par contre, ça vaut 70, 60 fois les bénéfices. Donc, on Ça, attend et puis. ça a toujours été cher. Hein. Elle est terrible, celle-là. Je Donc sais pas voilà. là combien elle est, mais. Ouais, ok. Ouais, ISRG, ouais, c'est sympa. C'est marrant que tu en parles parce que c'est pareil, ça fait longtemps que je la regarde. Elle avait corrigé et puis je me suis encore dit, bah non, c'est trop cher. Et puis finalement, coup d'opportunité, quoi. En robotique, il y a d'autres choses que tu regardes ou, enfin, là, tu parlais d'ISRG, mais c'est vrai que moi, je connais pas trop d'autres dossiers dans la robotique qui m'intéressent vraiment. Aujourd'hui, la robotique, elle est, en tout cas celle qui est efficace, elle est souvent intégrée plutôt dans les grands groupes. Hein. Donc Amazon, je crois que c'est l'année prochaine, en 2027, ils auront plus de robots que d'employés. Donc c'est des dossiers qui en profitent hein, de la robotique. Moi, je regarde beaucoup aussi les véhicules autonomes. C'est un vrai sujet dans le club. Hein. Certains ont Waymo, du Uber, moi, j'ai pas d'Uber, par exemple. ouais, Certains, voilà, moi, j'ai du Google, Waymo, certains ont du Tesla. Chacun son truc. Hein. ouais, La ouais. réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on en parle en France, ça n'intéresse pas trop les gens. Mais aujourd'hui, toutes les semaines, il y a 600, 700 000 trajets qui sont faits en véhicule autonome aux États-Unis. C'est 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Non, 5 fois plus qu'il y a 2 ans. Et en fait, demain, à Londres, à Tokyo, on aura des véhicules Waymo. Bien évidemment, ça mettra beaucoup plus de temps à arriver en Europe. Hein. On connaît l'Europe. Mais c'est un vrai sujet, en fait, tout ce qui est lié à l'autonomie et la robotique. Et clairement, je pense qu'après l'IA, ce sera la robotique. La Ouais, décennie de la robotique, pour moi, c'est après 2030, par contre. ouais, je suis d'accord. Et puis l'intégration du coup de l'IA dans cette robotique-là. Waymo, ce que j'aime bien, c'est que tu suis, ils sont assez bons aussi en marketing, donc tu suis assez facilement l'évolution qui a été assez exceptionnelle et quand même dans un sens aussi maîtrisé. Je trouve le développement aux États-Unis, ils ont très bien géré ça. C'est Pour moi, du Google. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Tesla, le but de Tesla, c'est de pouvoir conduire une Tesla n'importe où. Google, ils se sont dit, et moi je trouve ça plutôt logique, hein, mais moi je suis un peu pragmatique. Donc eux, c'est du lidar. Hein, donc Google, enfin Waymo, ils mettent des caméras partout, et c'est les caméras qui permettent de contrôler. Bien évidemment, sur les cartes, ils sont plutôt bons Google, hein, avec Waze, ouais, Google Maps et tout, ils connaissent bien, hein, c'est leur sujet. Et en fait, ce qu'ils se sont dit, eux, c'est nous, on va juste contrôler les grandes villes, pas besoin de contrôler la Creuse, hein, Paris, Lyon, Bordeaux, ça nous suffit. Ce qui fait sens, hein, parce que le taxi, aujourd'hui, vous ne le prenez pas trop dans les petites communes. Donc déjà, il couvre les gens qui ont le pouvoir d'achat et les gens qui en ont besoin.
Donc, ça fait plutôt sens. Et en plus de ça, contrairement à Tesla, Waymo a cette logique-là de dire si demain on veut aller dans un nouveau pays, on peut changer de véhicule et de constructeur. Demain, vous arrivez par exemple, vous arrivez en Corée, vous arrivez au Japon, et vous dites aux Japonais, à la mairie de Tokyo, non, mais on va pas prendre de Nissan ou de Toyota, on va mettre Tesla. On va les taxis là qu'on va virer, on va mettre des Tesla. Mais ils vont vous dire mais jamais de la vie. Par contre, vous êtes Waymo, vous arrivez, et ils le font hein, avec Hyundai, Toyota. Vous pouvez arriver dans un nouveau pays. Vous allez aller en Inde, vous allez dire bah, je vais vous prendre, je sais pas, Tata Motors. Je vais arriver en Chine, je vais vous prendre BYD. Et en fait, ils sont capables, je pense, plus facilement de Tesla, de casser un peu ce blocage qui ferait qu'en fait, bah, effectivement, on va virer des gens, des chauffeurs de taxi, mais on va créer d'autres emplois en permettant de mettre voilà, des véhicules du pays, si je peux dire. Et Tesla, moi, c'est un peu ma crainte là-dessus, c'est qu'il va avoir un moment des. Bah, en fait, non. C'est des Ouais. véhicules. Soit vous mettez nos usines, en fait, ce qui va se passer, je pense. Hein. Tesla va devoir faire des usines sur les pays. Sinon, ils vont dire non. Enfin, en France, par exemple, quel est l'intérêt pour la France d'accepter ça? Non. Par contre, si tu dis on va prendre des véhicules, je sais pas, Dacia, Stellantis, Peugeot ou autre, peut-être que c'est plus facile à passer, je pense. Ouais, du Renault dans les villes de Paris, ça fait moins. Effectivement, ouais. Bah, surtout vu des dernières polémiques qu'il y a pu y avoir sur Tesla, ils sortent quand même là d'une période en termes de vente de véhicules en Europe assez compliquée là, Tesla. Un peu mieux parce que c'est ce qu'on appelle l'énergie qui coûte cher. Hein, donc les gens rachètent de l'électrique. Hein. Tu sais, c'est toujours la même chose. Hein. Quand l'énergie est pas chère, l'électrique, on n'en veut pas. Quand l'énergie est chère, l'électrique, on en veut. Donc Tesla en fait partie. Bon, il y a beaucoup de concurrence maintenant avec les Chinois, BYD, etc. Mais voilà, je pense que les véhicules autonomes, on en parle peu en France. Ça va arriver et c'est vrai que ça va changer nos vies. Hein. Enfin, J'imagine, ouais. c'est sûr qu'à Paris, tu vois, j'habite à Paris, moi, donc ça va être différent. Mais pour l'instant, c'est encore trop flou. Et moi, c'est ce qui me fait peur sur Uber, tu vois. C'est aujourd'hui, on le voit. Alors, c'est peut-être un effet de test ou pas. Mais Waymo prend des parts de marché. C'est-à-dire que est-ce que les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher aujourd'hui qu'un Uber pour avoir en fait pas de chauffeur? La réponse est oui. Donc il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher. Mais demain, ce qui va se passer, c'est qu'on sera au même prix, voire en dessous. C'est-à-dire qu'à 4 heures du mat, tu auras autant de Waymo que. À 17h, 18h, Voilà, 19h. peut-être, hein, je dis pas. En tout cas, ça va vraiment s'adapter à la demande. Là, aujourd'hui, le chauffeur, il dort, tu vois. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va sûrement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va sûrement avoir voilà, tout ce cheminement qui va arriver avec des baisses de prix, des baisses de prix. Et moi, bah, c'est triste à dire, hein, certains vont me dire non, je préfère avoir un conducteur humain. Moi, je préfère ne pas avoir de conducteur humain. C'est peut-être moi, mon avis perso. Hein. Je ne sais pas toi, Barnabé, Ah ouais, mais non, moi, honnêtement, il est 3 heures du mat, je suis en soirée avec 3 potes, ou même je suis au téléphone. ouais. Enfin, je peux faire plein de choses. Je peux mettre ma propre musique, je peux téléphoner, je peux discuter un peu de tout et n'importe quoi. Là où un chauffeur, mine de rien, bon, des fois, il peut passer par n'importe quelle rue. Enfin, tu vois. Et je sais pas si c'est. Moi, j'habite en Haute-Savoie, donc quand je viens à Paris, déjà, c'est un dépaysement entre guillemets. Mais c'est vrai que tu vois, quand je viens sur Paris, je rentre souvent en Uber et en fait, je préférerais être tranquille dans la voiture c'est pas pareil quand tu as quelqu'un que tu connais pas dans le même habitacle, tu fais pas tu t'agis pas comme tu le ferais, t'appelles pas n'importe qui, tu discutes pas comme tu l'aurais fait, voilà, tu as toujours l'impression de pas être tout seul quoi. Bah, c'est le cas. Donc, Ouais. à suivre. Je suis très curieux en commentaire voilà, ce qu'ils en pensent. Je pense qu'il y en a plein qui sont contre les véhicules autonomes. Je l'entends. Mais moi, je suis un peu naïf et optimiste hein, sur ces technologies-là. Et ça va arriver. Donc, soit on Ouais, le fait c'est au comme mieux. les Voilà. Donc, on négocie. On dit est-ce qu'on peut avoir des véhicules français de telle manière, etc. Soit on ne l'accepte pas. Et du jour au lendemain, on va se retrouver avec. Comme Internet, tu vois. Internet, on n'a pas voulu s'adapter. Pareil là pour les satellites, t'en parlais. Bon, bah, Eutelsat, voilà, c'est pas suffisant par rapport à SpaceX et Starlink. Bah, du coup, comment on fait, quoi? Bah, en fait, on va dépendre d'eux, quoi. Bah, tu vois, moi, là, en termes de réseau, on a la fibre qui vient seulement d'arriver, mais moi, j'ai un Starlink et ça me permet de faire un live, ce que la DSL que j'avais avant ne me permettait pas de faire, quoi. Donc, Et t'étais content de ton Starlink? ouais, franchement, en plus, tu sais, ça marche en termes d'obstruction. Donc, moi, j'habite à la montagne, donc
en termes d'obstruction, c'est pas le top parce que t'es quand même, je suis quand même enclavé dans une vallée, même si elle est un petit peu dégagée. Ce qui fait que là où il est positionné, mon Starlink, il a pas un dégagement total. Donc, il y a une partie qui est obstruée. Donc, au début, j'ai fait des tests parce que je me suis dit, je vais pas acheter la parabole sans savoir si ça fonctionnerait bien. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, la couverture est suffisamment importante pour que même avec une obstruction assez conséquente, eh ben, il trouve assez facilement un satellite. Et moi, aujourd'hui, là, je vais faire le test. Je vous dirai, hein, d'ailleurs, je vais faire le test. Là, j'ai fait creuser une tranchée pour avoir aussi la fibre. Et donc là, je vais faire le test entre les deux. Mais des retours que j'ai de mes voisins, en termes de débit, pour l'instant, mon Starlink fonctionne mieux que la fibre qu'ils ont à la maison, quoi. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que Parce c'est qu'en pareil France, partout? je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont Starlink, hein, mais c'est un succès incroyable, le Starlink. Ouais. Enfin, honnêtement, alors bon, l'IPO de SpaceX, hein, c'est bien trop valorisé, on est d'accord, hein, c'est pas le sujet. Mais ils ont un taux de croissance qui est élevé. Effectivement, peut-être que demain, on aura tous un abonnement à Starlink parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple qu'avoir son propre opérateur dans C'est chaque pays, moins tu vois. contraignant. Alors après, je j'ai pas comparé. Je pense que ce que ça coûte d'avoir un satellite en orbite et ce que ça coûte du coup de développer un réseau de fibres. Je t'avoue que je suis pas assez spécialisé pour essayer d'identifier ce qui coûte le plus cher. En tout cas, en termes de marge, j'ai quand même l'impression que Starlink s'en sort pas mal. Après, nous, tu vois, ici, bon, après, c'est particulier, hein, on fait partie de la minorité des gens, mais ici, à la montagne, tu as beaucoup de gens qui ont des Starlink. Alors, à Paris, je Ok. pense qu'honnêtement, tu dois pas en voir beaucoup, quoi. Non, c'est pas nécessaire, mais en fait, tu vois, demain, l'enjeu, Starlink, il faut une parabole, hein, on est d'accord, hein. Ouais, Enfin, donc, même quand tu te balades, tu sais, il y a des gens qui font des lives, mais ils ont ouais, petit ouais. sac là. Demain, l'enjeu, c'est en fait, c'est toutes ces boîtes-là, STS qu'on voit, etc. C'est d'avoir ça sur son téléphone directement, tu vois, d'avoir une connexion de A à Z dans n'importe quel endroit du monde, de bonne qualité et très très rapide. Et c'est vrai qu'en France, quand tu te balades, voilà, moi je me balade souvent en Bretagne, en Ariège, en Creuse, etc. Tous ces coins-là, à chaque fois je me dis, j'ai même pas de réseau, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Tu captes Donc pas, ça quoi. touche quand même une bonne enfin ça touche une bonne partie de la planète. Ouais, ouais, j'imagine. Et puis d'autant plus peut-être dans d'autres pays pour l'instant. Enfin, je pense que nous, la France, on est quand même bien globalement bien desservi. Mais je pense qu'ailleurs, même en Europe, hein, tu as des zones où c'est vraiment des trous d'air, quoi, où t'as pas de réseau, quel qu'il soit, quoi. Mm. Donc à suivre. Ouais. Et ben écoute, Loris, merci beaucoup. Je sais pas combien, on a dû faire une petite heure, hein, je pense, hein. On a dû faire une petite heure de podcast. Merci à toi, c'est vraiment super intéressant. On peut te retrouver, toi personnellement, je crois, tu me dis si je dis des bêtises, mais sur Twitter et sur LinkedIn. Voilà, classique. Et sinon, voilà, tous les samedis, podcast Bourseco, où on échange pendant 1 heure avec Xavier et Abdallah. C'est un autre format qu'ici, mais c'est globalement similaire. Voilà, on prend des sujets et puis on discute pendant 1 heure. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien écouter les podcasts en fond, tu vois. Ouais. J'aurais pu écouter celui-là qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Chaîne Bourseco sur YouTube. De toute façon, je mets tous les liens en description, donc n'hésitez pas. Donc il y aura Twitter, LinkedIn de Loris. Je vous mettrai aussi l'Instagram de Bourseco qui est récent. Du Qui coup, est ça fait combien naissant, de ouais. temps? On Ouais. essaye. Ouais, ouais, bah ça c'est cool. J'aime bien Instagram, moi, donc je suis beaucoup le compte sur Instagram. C'est vrai que les vidéos YouTube, j'ai moins le temps maintenant. Je pense que c'est pareil pour toi, mais Ouais, je consomme pas d'autres contenus quasiment parce ouais, que quand tu bosses là-dedans, tu as envie de faire autre chose. ouais, c'est clair. Mais je vous mettrai aussi du coup le lien de la chaîne YouTube Bourseco. Et comme ça, je pense que vous aurez à peu près tous les moyens de retrouver Loris sur les réseaux. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Moi, je te remercie. En tout cas, c'était vraiment super enrichissant. Et puis, je vous dis à bientôt. Bah écoute, c'était un plaisir, Barnabé. Je te souhaite le meilleur, hein. Je vois que ta chaîne YouTube grossit bien aussi. De ton côté, j'espère que tu prends toujours du plaisir, hein. De temps en temps, je regarde les actions que tu regardes, ça m'intéresse. Et puis, puis voilà, on se dit à bientôt, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on verra
quand je Ouais. reviens sur cette chaîne. Et puis peut-être toi aussi sur Bourseco. Ouais, pourquoi pas. Ouais, bah, avec plaisir. De toute façon, je crois qu'on se voit bientôt. Je sais pas si tu y vas, mais il y a la Finfluenceur là bientôt. Oui, en mai, il y a toujours des trucs à Paris. Donc moi, dès Ouais, qu'il y a des trucs à Paris, je suis là. Je sais que toi, ouais, t'es un mais peu plus loin, mais moi, je suis dans le coin. Donc on se croisera avec plaisir. Ça marche. Et ben, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut tout le monde.